Bienvenue à Guinea Engineering. Sur cette chaîne, on discute de l'ingénierie mécanique en général et des simulations numériques en particulier. Le thème d'aujourd'hui est déterminer les forces appliquées en statique. Donc ici, on a la table des matières. On va d'abord dire pourquoi déterminer les forces appliquées. Pourquoi est-ce qu'on doit les déterminer? Ensuite, on va définir quels sont les types de systèmes de force qu'on a. Système de force concurrente, système de force non concurrente. Voilà. Après, on va passer à la déterminabilité statique, la déterminabilité cinématique. On va définir qu'est-ce que c'est dans le contexte de la mécanique statique. Et finalement, on va présenter les deux voies de solution des problèmes statiques, solution graphique au problème et solution arithmétique au problème. Pourquoi déterminer les forces appliquées? Il faut savoir qu'une pièce mécanique, par exemple, qui est soumise à des forces extérieures dans sa fonction, est capable de porter ces forces-là jusqu'à une certaine limite. C'est une observation de la vie quotidienne, comme par exemple la charge que l'on pourrait porter dans un sac en papier sans qu'il ne se déchire, ou même une catastrophe comme l'effondrement d'un pont, etc., etc. Donc, toutes ces pièces ou constructions mécaniques sont en défaillance lorsque la charge devient relativement élevée. Donc, sur l'image à droite, on a une pièce mécanique sur deux appuis, soumise à deux forces extérieures F1 et F2. Donc, de par son matériau, cette pièce peut remplir ou échouer dans sa fonction si les forces F1 et F2 deviennent excessives. Donc, ce qui se passe, c'est une interaction, si on peut le définir comme ça, des forces extérieures appliquées et des propriétés du matériau qui constituent la pièce. Donc, en effet, les forces appliquées induisent des forces intérieures à la pièce qui, elles, en retour, en association avec les propriétés du matériau et de la géométrie, produisent des contraintes. Donc, l'image montre de manière conceptuelle deux sections imaginées avec des contraintes sigma A et sigma B à les différentes positions de la pièce. Donc, si on imagine une magnification de la structure de la pièce à ces sections-là, on pourrait observer de manière théorique des fibres parallèles, chacune portant un bout de force représenté ici par les petites flèches. Les contraintes seraient donc la densité de ces petites flèches-là dans la section. Donc, les contraintes sont l'indicateur principal de la capacité d'une pièce, d'une structure ou d'une construction mécanique de résister aux forces extérieures ou de les supporter dans l'exercice de sa fonction sans faillir. D'ailleurs, il y a toute une branche de la mécanique, la résistance aux matériaux, qui est dédiée à l'étude des contraintes. C'est ce qui sera probablement le sujet d'une prochaine vidéo. Donc maintenant, on va définir quels sont les types de systèmes de force qu'on a. Un système de force représente l'ensemble des forces agissant sur un corps. Il y en a deux sortes, le système de force concurrente et le système de force non concurrente. Donc, dans le système de force concurrente, toutes les lignes d'action des forces du système se coupent en un seul point. Donc, en plus, si la résultante n'est pas nulle, elle est uniquement capable de déplacer le corps en translation et non en rotation. Comme le montre ici l'image, on a des forces FC, F3, FA et FB qui agissent sur un corps et ils se coupent, elles toutes se coupent au point O. Donc, si ces forces-là produisent une résultante qui n'est pas zéro, cette résultante-là pourrait seulement faire déplacer le corps en translation et non en rotation. Bon, c'est probablement pas le cas ici, parce que bon, avec cette configuration, probablement si les appuis tiennent, on aura probablement le cas d'une statique. On n'aura pas de déplacement.
Donc, pour déterminer une force inconnue dans un système de forces concurrentes, parce que ça sera généralement le cas, il y a 3 équations de somme des composantes de force qui sont suffisantes en statique. Alors, pourquoi suffisantes? Parce qu'on pourrait bien poser des équations de moment, mais celles-ci seraient tout naturellement triviales. Maintenant, les systèmes de force non concurrentes. Dans un système de force non concurrente, les lignes d'action de force sont quelconques. Elles se coupent à plus d'un point et si elles ne se neutralisent pas, alors donc avec une résultante qui n'est pas zéro, celle-ci peut déplacer le corps en translation et en rotation. Donc on a les forces ici F1, F2, FA, FBX et FBY qui agissent sur le corps. On voit les lignes d'action qui sont quelconques, qui se coupent à plusieurs endroits. Et c'est le propre même d'un système de forces non concurrentes. Ces forces-là ne se coupent pas à un point donné, un point unique donné. Donc, dans le cas du système de forces non concurrentes, on a au total 6 équations à disposition pour déterminer les forces inconnues dans le système. Ici, on retrouve les 3 équations de force qu'on vient de voir. La somme des composantes X de force est égale à 0. La somme des composantes dans la direction de Y est égale à 0. Et la somme des composantes des forces dans le système dans la direction de Z est égale à 0. Donc, on a en plus de ces 3 équations-là, 3 autres équations de somme des composantes des moments que ces forces-là peuvent exercer à un point donné, qui sont la somme des composantes des moments dans la direction de X est égale à 0, la somme des composantes des moments dans la direction de Y est égale à 0, la somme des composantes des moments dans la direction de Z est égale à 0. Donc, si on prend le système là, et quand on dit les forces F1, F2, FA, FBX, FBY, exercent elles toutes un moment au point O, on pourrait poser ces 3 équations, ces 3 sommes de moments là, pour pouvoir déterminer par exemple les forces. Donc voilà. Donc dans le système de forces non concurrentes, on peut retenir qu'on a en plus ces 3 moments, ces 3 équations d'équilibre des moments. Maintenant, la déterminabilité statique. Une des questions importantes avant toute résolution de problèmes statiques est la déterminabilité statique. Donc, elle répond à la question si le problème peut être nécessairement résolu par les équations d'équilibre disponibles. Donc, nécessairement ici veut dire une condition sine qua non de résolubilité du problème, en fait. Donc, il y a une équation qui permet de dire si le système, donc force et corps, est statiquement déterminé ou indéterminé. En 2D, c'est D égale à 3N- entre parenthèses C plus S. En 3D, D est égal à 6N- entre parenthèses C plus S. Donc, on a N qui est le nombre de corps dans le système, C qui est le nombre de forces dans les connexions que ces corps-là peuvent avoir les uns avec les autres. Et C, c'est le nombre de forces des appuis qu'on a dans le système. Donc, si D est négatif, on a un système qui est sous-déterminé, c'est-à-dire il n'y a pas suffisamment de force, surtout aux appuis, pour supporter statiquement le ou le corps. Donc, on a un déplacement dans ce cas-là. Si D est 0, alors la condition nécessaire pour résoudre le problème avec les équations d'équilibre disponibles est remplie. Et finalement, pour D positif, le ou les corps du système sont surdéterminés. C'est-à-dire, il y a surtout trop d'appui dans le système qu'on ne peut donc pas résoudre sans, par exemple, l'élastostatique qui n'est pas vraiment le sujet ici. Donc, on présente ici des exemples. A est sous-déterminé, donc indéterminé, parce qu'on a un corps dans le système qui est N est égal à 1. On n'a pas de connexion du tout, C est égal à 0, et on a 2 forces aux appuis,
FA et FB, donc S est égal à 2. Ce qui nous donne D est égal à 1, qui est positif. Donc voilà. On remarque que les appuis n'empêchent pas la force F1 de faire glisser le corps vers le haut, vers la gauche et le haut. Donc on peut apparemment déterminer les forces de ce système avec les équations d'équilibre, mais on ne résout plus un cas de mécanique statique ici. On expliquera pourquoi avec la déterminabilité statique. Donc B est déterminé parce qu'on a un corps, N est égal à 1, on n'a pas de connexion du tout, C est égal à 0. On a 3 forces dans les appuis, FA, FB, X et FB, Y, S est égal à 3, ce qui donne D est égal à 0. Donc la force appliquée F1 et les forces des appuis sont en adéquation. Le système est déterminé statiquement. Donc on a C qui est surdéterminé, donc indéterminé. On a 1 est égal à 1, on a toujours un corps dans le système, on n'a pas de connexion du tout, C est égal à 0, force de connexion. On a 4 forces dans les appuis, FBX, FBY, FA et FC, ce qui nous donne D est égal à moins 1 qui est négatif. Le système est surdéterminé et on ne peut donc pas résoudre ce problème-là par les simples équations d'équilibre, sans par exemple tenir compte de la déformation élastique ou plastique du corps, ce qui n'est encore pas le sujet de cette présentation. Donc enfin on a un dernier exemple avec un treillis constitué de 2 barres connectées par un joint. Voilà. Donc le système est déterminé parce qu'on a 2 corps, 2 barres, N est égal à 2. On a un joint qui a 2 forces, C est égal à 2. Et on a 4 forces dans les appuis qui sont FAX, FAY et FBX aussi. Donc ce qui nous donne D est égal à 0. Maintenant, la déterminabilité cinématique, elle indique en statique si la déformation du corps et son déplacement sont des phénomènes qui sont liés, also exclusivement liés. Si on a une déformation sans déplacement ou un déplacement sans déformation, le système est cinématiquement indéterminé, sinon déterminé. C'est-à-dire, en statique, les déformations doivent être exclusivement liées à des déplacements. Et comme on n'est pas encore en élastostatique, et donc on n'a pas de déformation à gérer, on dira donc simplement que le système est stable ou non. Le système est stable lorsqu'il n'y a pas de mouvement. Les forces qui sont en présence ne déplacent pas le corps. Elle est instable lorsqu'on a un déplacement. Donc, on a 3 exemples en bas ici. À A, qu'on retrouve avec B, le système est cinématiquement déterminé parce que stable. Donc, on n'a pas de déplacement de ce corps-là. En B, on retrouve le corps glissant. Le système est donc instable et indéterminé. Instable et cinématiquement indéterminé, quoi. Voilà. En C, on a un cas qui est assez particulier où, quoique le système est statiquement déterminé, on n'a aucune stabilité. Donc, en effet, le déplacement du corps à l'horizontale n'est pas empêché par un appui. Donc, ce qui montre l'importance de la complémentarité, de la déterminabilité statique et cinématique en mécanique statique pour résoudre les problèmes avec les équations d'équilibre disponibles. Donc maintenant on passe aux solutions des problèmes statiques. On peut faire le calcul des forces inconnues en mécanique statique de manière graphique ou arithmétique. Donc graphiquement on commence à fixer une échelle pour la magnitude des forces connues. Exemple, on pourrait dire exemple 5 mm pour 1 newton. Donc ensuite on dessine le plan des lignes d'action des forces en respectant les angles. Ici on a un angle qui est alpha qu'on respecte. Et finalement on dessine les forces à l'échelle de manière à les grouper géométriquement. De là on trace le vecteur de la force recherchée, on la mesure selon l'échelle pour déterminer sa magnitude. On mesure également ou bien éventuellement les angles de sa direction.
Donc, il faut ajouter que cette méthode est bien sûr adéquate pour un système de force assez simple dans le plan où on recherche la valeur d'une force inconnue. Donc, comme application, on a l'exemple qui est en bas là, où on a trois forces F1, F2 et F3 qui sont appliquées dans un œillet fixé dans un mur par la force FA. Vous l'aurez remarqué, je n'ai pas vraiment fait mon travail avec les échelles. Donc les longueurs et d'ailleurs les orientations sont à prendre qualitativement, pas quantitativement. Donc comme on est en statique, les forces F1, F2 et F3 sont en équilibre avec la force de fixation FA, avec ses composantes FAX et FAY. Donc si on additionne géométriquement les forces appliquées, on obtient donc une résultante qui n'est rien d'autre que la force FB qu'on peut déterminer par la mesure de la longueur du vecteur et l'angle d'orientation phi qu'on voit à l'image à droite. Donc on additionne, on fait coulisser les forces le long de leur ligne d'action, on les additionne géométriquement et on mesure la force résultante qui est FA ici, qui n'est rien d'autre que la force à l'appui FA au point A, et on a l'angle d'orientation qui est alpha qui est négatif ici. Voilà. Donc la solution arithmétique au problème. La voie arithmétique, on l'a déjà introduit avec les équations d'équilibre dans le sens des axes du référentiel. Donc, somme des forces, des composantes de force dans la direction de x est égale à 0. Somme des composantes de force dans la direction de y est égale à 0. Somme des composantes de force dans la direction de z est égale à 0. Donc, on peut aussi de manière très pratique et directe faire les calculs avec les vecteurs de force et de moment. Donc, ce n'est rien d'autre que somme des vecteurs de force est égale à 0 dans un système statique, en statique 3D, comme ici. Somme des moments, c'est valable aussi en statique 2D. L'exemple est valable seulement, dans l'exemple, on a le cas d'un 3D. Donc, on a somme des vecteurs de force est égale à 0, somme des vecteurs des moments est égale à 0. Donc, voilà. Le moment à un point donné est le produit vectoriel de la force et du vecteur entre le point du moment recherché et le point d'application de la force. Donc, comme l'exemple ici, le moment au point de fixation O induit par la force FB est MBO est égal à le produit vectoriel du vecteur force FB et du vecteur OB. Donc, on cherche le moment au point O et la force est appliquée au point B. Donc, la force qui est bien sûr un vecteur avec ses composants. FB est égal à FBX, FBY, FBZ. Voilà. Donc, on est presque à la fin de la présentation. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette présentation-là? Connaître les forces appliquées est nécessaire pour déterminer les contraintes dans un corps et ainsi savoir si ce corps peut supporter ou non ces forces. Donc, le but de la détermination ou bien du calcul des forces extérieures ou bien des forces qui sont appliquées à un corps, c'est de vraiment calculer ou trouver les contraintes dans ce corps-là et juger si ce corps-là peut supporter ces forces appliquées-là ou non. On a appris aussi qu'il existe deux types de systèmes de force, le système de force concurrente et le système de force non concurrente. Le système de force concurrente, les forces se coupent ou bien s'entrecoupent à un point donné, un point unique donné. Et dans le système de force non concurrente, on a un cas général où les lignes d'action des forces sont quelconques. Elles se coupent à plusieurs endroits. Donc, c'est important de faire cette différence parce que en plus des équations d'équilibre des forces qu'on a dans les deux cas, la somme des vecteurs de force est égale à 0 dans le cas vectoriel. Ceux des moments sont nécessaires dans un système de force non concurrente. Donc, dans les systèmes de force non concurrente, on a en plus besoin de la somme des moments pour pouvoir déterminer les forces inconnues.
On a appris aussi qu'un corps statiquement déterminé est nécessaire pour résoudre les forces par les équations d'équilibre disponibles. Donc on a besoin de savoir si le système est statiquement déterminé pour juger si on peut vraiment nécessairement résoudre le problème. Donc la déterminabilité cinématique vérifie la stabilité d'un corps dans un système de force. Donc si le corps est statiquement déterminé, mais non stable, il n'est pas résoluble en statique. Donc on voit bien que la déterminabilité cinématique, en accord avec la déterminabilité statique, permet de dire si un problème statique est résoluble ou pas. Donc les deux vont de pair et on peut avoir un corps qui est statiquement déterminé, mais non stable. Donc n'est pas résoluble en statique. Enfin, on a appris les deux voies de résolution des problèmes en statique. On sait qu'on peut le faire graphiquement, ce qui est assez limité pour les cas assez simples surtout dans le plan, ou arithmétiquement, avec surtout les vecteurs, ce qui est beaucoup plus pratique, les vecteurs des moments et les vecteurs des forces. Nous sommes à la fin de la présentation. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas surtout de laisser un commentaire sur des remarques ou même des questions que vous avez. Si vous aimez ce genre de vidéo, activez la cloche de notification ou même souscrivez à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, portez-vous bien et à bientôt.